Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à l'étrange et à l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons en entrevue l'artiste Frédéric Maheu, réalisateur du long-métrage Anna. En chronique, Élise Lucien-Henri Pain vient nous parler d'une collection de livres jeunesse aux éditions de La Bagnole, écrits et illustrés par Fabrice Boulanger. Et Sébastien Bourget nous fait découvrir 2 lieux hantés à Montréal. Mais tout d'abord, voici les étranges en bref. Angleterre. Un utilisateur de Twitter est convaincu d'avoir trouvé la photo d'un fantôme sur Google Street View, ce dernier apparaissant dans la fenêtre d'un hôtel de Walton, en Angleterre. Fait étrange, cet hôtel a été le théâtre de plusieurs phénomènes paranormaux depuis 1897. Serait-ce un ancien client mécontent de sa chambre? Qui sait? Canada. Une entreprise canadienne située en Colombie-Britannique aurait développé des lentilles bioniques qui permettent de corriger les troubles de la vue et même de la rendre plus performante. L'opération consiste à insérer les lentilles dans l'œil pour remplacer le cristallin détérioré. L'outil idéal pour observer sa voisine ou pour aller voir un show au Centre Bell quand on est situé dans les bancs gris ou bleus. Venezuela. Exposition surprenante. Le Venezuela Expo Tattoo 2016 présente des amateurs de piercing et de tatouages d'un peu partout de la planète et qui utilisent leur corps comme œuvre d'art. En plus de recevoir l'Allemand qui détient le record du plus grand nombre de piercings, 450 au total, dont 158 autour des lèvres, l'événement recevait également Henry Rodriguez, qu'on surnomme Red Skull. Et oui, comme l'ennemi juré dans Capitaine America. On a les références qu'on peut. France. Une jeune entreprise de Bordeaux a mis au point une technologie permettant de reproduire des tissus humains grâce à une impression 3D au laser. Si l'objectif est évidemment réparer des tissus humains, pour l'instant, la technologie est surtout utilisée pour le cosmétique et le pharmaceutique. En effet, le test sur les animaux est interdit par l'Union européenne depuis 2013. Je me demande si ce sont des imprimantes à point de suture. Inde. Un homme aurait été tué par une météorite, faisant de lui le premier cas répertorié dans l'histoire. En effet, si de nombreuses personnes ont été blessées suite à la chute de météorites, c'est la première fois qu'une personne serait décédée. La NASA doute par contre de l'hypothèse, croyant plutôt que l'explosion venait du sol. À suivre. Japon. On termine ce tour de l'actualité avec une autre histoire de revenants. En effet, plusieurs chauffeurs de taxi japonais affirment avoir vu des fantômes du tsunami de 2011 et même de les avoir embarqués dans leur véhicule. Évidemment, une fois le dos tourné, ces fantômes auraient disparu, sans payer leurs courses. Plutôt cheap, ces revenants. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez également suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Comme première chronique aujourd'hui, nous recevons Élise Lucien-Henri Pain qui vient nous parler de 2 livres jeunesse de Fabrice Boulanger, c'est-à-dire L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde et Le fantôme de l'opéra, tous 2 édités aux éditions de La Bagnole. Alors, Élise, bonjour. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, donc tu viens nous parler de ces 2 livres-là, 2 beaux livres jeunesse, mais qui touchent à l'horreur et le fantastique. C'est ça. Donc, c'est les 2 derniers d'une série de romans fantastiques et de science-fiction qui ont été adaptés pour les petits, donc aux éditions de La Bagnole, comme tu disais, dans la collection Modèle unique. C'est Fabrice Boulanger qui les a écrits, l'auteur-illustrateur. Tu le connais pour avoir, en fait, tu le connais sans doute pour avoir écrit Ma sœur veut un zizi. Effectivement, on avait beaucoup entendu parler de ce livre-là à l'époque. Oui, ça avait été une mini-polémique, mais finalement, le livre a très bien passé. Il a été finaliste pour le prix des libraires du Québec en 2013. OK. Donc là, on a Le fantôme de l'opéra et L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Donc, comme tu dis, c'est les 2 derniers d'une série jusqu'à maintenant de 6 qu'il y a eu. Au niveau des titres, il y a eu Dracula, Frankenstein, La machine explorer le temps, 20 milieux sous les mers. Donc, c'est pas juste des livres d'horreur. Il y en a que c'est plus science-fiction. Mais là, dans le cas présent, les 2 derniers, c'est bien d'horreur. Oui. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller condenser le récit. On va couper ce qui fait un petit peu plus peur. On va s'assurer d'avoir une fin qui soit heureuse. On va avoir des personnages qui sont sympathiques. Puis mais tout en respectant la trame principale du livre.
Puis, en tout cas, c'est super cute, là. Comme tu vois, justement, il y a comme le petit côté, moi, je trouve ça vraiment charmant, là. Le fait que ça vient comme imiter la reliure d'un vrai livre pour adultes. Oui, puis les illustrations sont très belles à l'intérieur. c'est- Fabrice Boulanger est reconnu d'ailleurs pour son trait, pour les dessins qu'il fait. Oui. Et pour quel âge est-ce que ça se situe, ces deux livres-là? Plus ou moins entre la première et la troisième année. La première et la troisième année, je pense qu'on parle de entre 6 et 9 ans à peu près. OK. Donc, ça s'enligne vers ça. Puis les dessins, justement, comme tu disais, on a des couleurs qui sont vraiment douces. On a un trait de crayon qui est très rond. Tu me disais tantôt, justement, que tu avais une nièce qui les avait lus puis qui a trouvé oui. quelques illustrations plus effrayantes. Effectivement, j'ai découvert ces livres-là pendant le temps des fêtes chez ma belle famille. Et oui, dans Le Fantôme de l'Opéra, il y a un moment où il y a le chandelier qui tombe sur la foule. Et oui, cette illustration-là fait bien peur. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Tu sais, justement, tu en as quelques-uns, bon, c'est inévitable, mais il a fait un beau travail, justement, d'édulcorer le récit, mais sans que ça soit là, quelque chose de complètement différent. Donc, de respecter le matériau d'origine, mais tout en l'adaptant pour la jeunesse, en fait. Fait que je peux justement te nommer là, quelques différences qu'on a. Oui, à quel point que c'est loin, justement, des récits Donc, originaux. dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le Mr. Hyde, il fait des affaires assez méchantes, là, quand même. Là, comme à un moment donné, si tu te rappelles, dans le roman de Stevenson, il va piétiner une petite fille, par exemple. Il fait pas ça là-dedans. OK. Là, il va aller pousser ses amis, par exemple. Il détruit, par exemple, beaucoup une partie de Londres, si je me Il détruit souviens. une partie de Londres, c'est vrai, mais tu sais, il fait pas trop mal à personne. Puis, à la fin aussi, dans le roman original, ça finit pas très bien. Donc, Mr. Hyde triomphe sur le Dr. Jekyll. Ici, ce qui se passe, c'est que le Dr. Jekyll, il a une blonde, puis elle l'embrasse quand il est en Mr. Hyde, et ça va réconcilier les deux moitiés. C'est un peu comme Hulk. Hulk aussi, quand Betty vient l'embrasser ou Oui, calmer. c'est ça. C'est un petit peu Hulk pour Hulk meet Dr. Jekyll. OK. Puis, justement, ça finit très bien. Faites le tour de celui-là. Et l'autre d'après, donc, Le Fantôme de Le l'Opéra. Fantôme de l'Opéra, là, À quel point encore... ça respecte le récit de Gaston Leroux. Oui, Gaston Leroux. Lui, le respecte. Le Fantôme de l'Opéra fait quand même des trucs un petit peu moins méchants dans le roman original. Donc, à ce niveau-là, il y en a un petit peu moins qui est passé sous silence. OK. Mais à part Stocky et Christine, le fantôme, il fait pas grand-chose dedans. On le voit en arrière des dessins, on voit qu'il est là, il a l'air menaçant, mais il fait pas tellement mal à personne. Puis, à la fin, dans le roman de Gaston Leroux, on n'avait pas une fin tragique, on n'avait pas non plus une fin très heureuse. Le fantôme, il finissait quand même isolé, vivant en paria jusqu'à la fin de ses jours. OK. Ici, à la fin, le fantôme, ils vont tous devenir amis, en fait, puis ils vont faire un spectacle. Oui, ils font ensemble, puis ça va faire un ils tabac. vont mener l'opéra ensemble. Oui, c'est ça. Puis tu as toujours une morale qui est importante aussi, évidemment. Ouais. C'est quand même de la littérature jeunesse. Mais une morale, genre, un peu lourde ou quand même que Non, tu trouves que c'est c'est approprié? pas, c'est pas une fable, tu sais, mais tu as quand même quelque chose. Donc, dedans, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, évidemment, mais là, ça ne donne pas sa fille aux apparences. OK. Dans le fantôme de l'opéra, tu as... c'est le contraire. Fantôme de l'opéra, on veut pas se fier aux apparences et on veut aussi partager nos amis. Donc, faut pas être trop jaloux de ses amis. OK. Dedans, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est d'apprendre à gérer sa colère, en fait. Donc, on voit que le professeur, le Dr. Jekyll a justement des grosses colères. Il n'aime pas trop partager ses affaires. Quand il est fâché, il pète tout. Fait que ça, c'est la morale. Donc, c'est apprendre à gérer sa colère. C'est Ouais. bien. Et est-ce qu'il y a d'autres titres qui sont à venir? Parce qu'on venait de dire justement qu'il y en a 6 déjà. Est-ce qu'il y a d'autres titres qui vont être faits? Il y en a d'autres. Je ne sais pas combien, mais je peux au moins t'en nommer 3. Oui. Donc, on va avoir le portrait de Dorian Gray. On va Ah. avoir la main de Maupassant. Et le troisième, je l'ai d'ici, ça me vient C'est pas. La guerre des mondes? La ça se guerre peut-tu? des mondes, Oui, d'H.G. oui, Wells. de Wells. Et OK. ouais. Donc, encore un peu de science-fiction, un peu de fantastique. La main, par exemple, ça, je la connais pas. Est-ce que c'est une histoire fantastique? C'est quoi? Oui, la main, oui, mais ça fait longtemps que je l'ai lu, par exemple. Ouais. Ça reste loin. Mais la fin des mondes, ça, j'ai très hâte de le voir parce que moi, c'est un récit que je trouve justement très, très, très effrayant. Ouais. Donc, de voir... Ouais, moi, les affaires d'extraterrestres, ça m'a toujours vraiment fait peur? Bon, Fait que, OK. J'ai bien hâte de voir comment il va présenter Et adapter ça Ouais. pour la jeunesse. Bon, mais on rappelle les titres. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde et Le Fantôme de l'Opéra, tous deux faits par Fabrice Boulanger, qui fait autant l'écriture, en fait, que les illustrations. Et c'est aux éditions de La Bagnole. Tu me dis collection? Modèle unique. Modèle unique. Alors voilà, c'est des très beaux conseils pour nos nièces, nos enfants, Oui, etc. c'est une belle façon de partager, justement, de partager une passion, puis sans traumatiser. Surtout que personne. quand c'est ta propre passion, de pouvoir la partager ensuite, comme je dis, à tes nièces, quoi que ce soit, c'est toujours apprécié. Oui. Parfait, bien merci beaucoup. Plaisir. Donc, c'est maintenant le temps d'aller en entrevue avec le cinéaste Frédéric Maheu.
Salut! Salut. Ça va? Salut. Alors, Frédéric Maheu, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos humbles studios. Oui. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, tu pratiques en tant qu'artiste plusieurs disciplines. Tu fais à la fois de la vidéo, que ce soit en court-métrage, en vidéoclip. Tu fais aussi du collage, tu fais du noise, donc du bruit bruyant, disons. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du noise. Donc, comment tu définirais ta pratique artistique? Puis, explique-nous un peu c'est quoi la différence entre ces trois disciplines-là. En fait, moi, ce qui est central, c'est vraiment la vidéo. C'est vraiment l'aspect plus art vidéo qui se manifeste sous différentes formes. Que ce soit j'ai fait du documentaire, du court-métrage expérimental, du vidéoclip, de la performance en direct également. Puis, j'aime bien m'inspirer d'autres médiums, d'autres formes d'expression. Mais je reviens toujours à la vidéo. Donc, pour moi, le collage, c'est une manière d'expérimenter et de réapproprier des techniques de montage. OK. Surtout au niveau de la structure visuelle, d'agencement au sein du même cadre. Parce qu'avec la toile, bon, t'es limité. Donc, j'aime bien cette approche-là. C'est vraiment plus un exercice esthétique. Même chose pour la musique, c'est que souvent, je faisais affaire avec d'autres musiciens pour mes trames sonores où je bidouillais moi-même mes trames sonores. Puis c'était davantage de creuser cet aspect-là pour, c'est très rythmique ce que je fais. Donc, de justement jouer avec les aspects rythmiques, puis voir qu'est-ce qui fonctionne pas à un niveau très, très sensoriel, là, très viscéral. Parce que le collage puis le noise, justement, se retrouvent de toute façon bien souvent dans tes vidéos. Oui, bien, en fait, pour faire une histoire courte, je suis très inspiré par la culture industrielle. Donc, les groupes comme, on pense à Trub and Gristle, Cabaret Voltaire, SPK, qui étaient aussi, on pense, par exemple, SPK, ils faisaient de la vidéo, ils faisaient leur propre vidéoclip. Eux étaient de où? Parce que je connais pas ces derniers groupes. SPK, c'est des Australiens. Donc, moi, c'est cet aspect-là de réappropriation des moyens, puis de pousser à bout le dispositif pour créer certains effets esthétiques, mais aussi philosophiques, parce qu'il y a une théorie du collage, de la réappropriation très inspirée de William S. Burroughs, du cut-up, tout ça. C'est toutes des choses qui m'ont beaucoup guidé dans mes années les plus formatrices et qui perdurent dans mon travail. Puis au-delà de l'aspect formel, justement, tu parlais des glitches, des effets de... on retrouve souvent de la nudité dans tes œuvres, de la violence aussi en même temps, et puis d'autres éléments qui peuvent être provocateurs. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ta démarche par rapport à ça? Écoute, ça part de beaucoup de choses. C'est des lectures de bataille, c'est de la performance, c'est l'idée de remettre le corps au centre. Beaucoup au-delà de ça, quand plus jeune, j'ai découvert le cinéma surtout par l'horreur extrême. Il y a Cronenberg dans les aspects plus philosophiques, mais les Dead Alive, les Cannibal Ferox, les Tetsuo the Iron Man. Puis, on s'entend que c'est des films avec des effets spéciaux, c'est très plastique. Bon, aussi, j'ai bidouillé un peu dans les effets spéciaux, les practical effects, comme on dit. Mais d'aller vers le corps qui pousse à ses limites, puis à des expériences limites. Donc, tu cherches à repousser les limites, comme tu dis, à travers le corps, mais aussi au niveau au travers repousser un peu les thèmes. limites pour atteindre une certaine vérité, une certaine illumination, une certaine aussi joie de vivre, une certaine fureur et exaltation. Pour reprendre, je peux paraphraser Georges Bataille dans Acéphale qui disait que les jaillissements de sang, les éclats de volcan, la puérilité, ça ramène à la vie. Donc, chose aussi, on se fait plaisir. Il y a un aspect un peu philosophique derrière par rapport à, le théâtre de la cruauté d'Artaud, tout ça, mais aussi juste l'acte libérateur de ne pas se contraindre dans des structures morales un peu écrasantes. Mais d'ailleurs, justement, vu que tu ne veux pas être contraint par les structures morales, tout ça, est-ce que tu as dû faire face souvent à la censure? Non, jamais. Non, tu n'as pas eu de problème avec ça? Bien, je pense, en fait, on m'a questionné, finalement, on m'a demandé de me justifier par rapport à certains choix esthétiques, certaines choses. Mais c'est jamais, en tout cas, j'essaie du moins au maximum de ne jamais être gratuit. C'est toujours le résultat d'une réflexion ou d'une démarche par rapport à un sujet, que ce soit... C'est ça, finalement, la structure capitaliste de la pornographie, ça soit l'hypocrisie derrière le spectacle des corps, ou encore dans mon dernier long-métrage, Anna, davantage il y a le concept de ce spectacle de l'autodestruction qui permet le web, les médias sociaux, où on se met en scène et on esthétise finalement d'autodestruction. Ou sa propre déchéance aussi. Exactement, c'est ça. On va y revenir à Anna dans un instant, mais vu que j'abordais la question de la censure, je suis heureux d'apprendre que tu n'as pas eu de problème avec ça. Mais tu as fait, par contre, un documentaire sur le procès de Rémy Couture, un documentaire qui a été fait en 2011 qui s'appelle
Art Crime ou Art Crime. Hors crime, ouais. Art Crime, parfait. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette histoire? Puis c'est quoi tes liens, en fait, avec Rémi Couture? Rémi, ben en fait, c'est drôle parce que c'est une continuité de mon travail. Je me suis professionnellement, je travaille dans le web. Puis le web, est-ce que le web permet, les changements culturels que ça a permis, c'est quelque chose qui me fascine, qui m'intéresse beaucoup. Puis quand j'ai découvert son site qui à l'époque était Morg666, qui est devenu par la suite Inner Depravity, ça n'existait pas. Il y avait des Rotten, il y avait des Ugrish, mais quelqu'un qui faisait une espèce de catalogue un peu sans explication. Qu'est-ce que tu faisais par Rotten? Puis... Rotten.com puis Ugrish, c'était des sites de photos, c'était des archives de photos, des trucs les plus dégueulasses que tu peux trouver en ligne. Mais des vraies photos. Oui, ça c'était. Mais il y avait du faux, il y avait du vrai, mais c'est difficile de un peu démêler. comme les faces à la mort, ou des fois, il y avait un autre bout. Ouais, mais là c'était du. C'est du hard? jus. OK. On va dire ça comme ça. C'était plus juteux. Puis c'était vraiment comme étonnant, mais la face, je me dis, ça devient d'où ce truc-là? Tu sais, on avait vu Vidéodrome avant, on est comme ça doit être quelque part perdu aux Philippines, tout ça. Puis comme dans Vidéodrome, tu réalises que finalement, non, le gars, il habite à Laval. Ouais. Fait que finalement, on a pris contact. Le gars, finalement, était dans la même salle. C'est un gars, finalement, Rémi, je le croisais dans plein de concerts. T'sais. Fait que j'ai réalisé, finalement, tu sais, Tu le connaissais. Lui, tu sais, je le connais. On se connaissait pas, mais je le voyais. Puis là, j'ai réalisé que c'est lui. Puis toi, t'appréciais ce qu'il faisait sur Internet? Ou? Je trouvais ça vraiment unique. Moi, à l'époque, Morg666 puis Inner Depravity, je trouvais que personne d'autre faisait ça. C'est complètement singulier. Il n'y avait rien de tel. Évidemment, par la suite, ça a changé. Puis ça, lui-même, après ça, c'est devenu très clair que c'était faux avec les films et tout ça. Que c'était des mises en scène. Puis est arrivée l'histoire du procès. Puis bon, on se fréquente, on a travaillé sur des petites choses ensemble. Puis est arrivée cette histoire-là de procès, puis c'était juste fallait que quelqu'un réagisse. Mais toi, ça t'a touché directement aussi? Tu trouvais que c'était une menace tout à fait. pour je me les suis dit, créateurs si ça au Canada? commence par lui, ça finit plus. Tu sais, l'histoire de la censure, c'est que dès que tu tires sur quelque chose, ça devient finalement un cas, un précédent que tu peux réappliquer n'importe où par la suite. Puis dans le documentaire, on voit à quel point c'était complètement abusif puis exagéré comme poursuite. D'ailleurs, il lui a dit ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. Bon. Je suis bien content que le film existe pour être une trace indélébile de cette histoire-là. Ils ne s'en sortiront pas. On va parler d'Anna. En fait, c'est ton dernier long-métrage qui était passé, qui a été diffusé en première canadienne au Rendez-vous du cinéma québécois le week-end dernier. Donc, c'est un long-métrage qui a été subventionné, entre autres, par le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est la première fois que tu recevais une subvention pour une de tes... J'ai eu des bourses de déplacement. Okay. Ça, c'était vraiment la première une bourse de la relève pour la création. Ouais. Mais c'est bien, en tout cas, même si tes œuvres se veulent subversives, tu parviens tout de même à faire ton chemin parmi les institutions. Et justement, Anna, ça exploite beaucoup le glitch, les aspects sadomaso. Il y a beaucoup de tes performeuses qui sont attachées ou beurrées, que ce soit par du sang ou par autre chose. Donc, c'était quoi cet intérêt-là, justement, d'aller exploiter l'esthétisme de l'Internet? Parce que même la mise en scène tourne autour de ça, l'Internet. Bien, c'était finalement juste une continuité de ma réflexion par rapport à mon premier long-métrage Théorie de la religion, ensuite Art Crime, par rapport à ces nouvelles mises en scène de soi que permettent le web. Notamment, ça a commencé en fait par une exploration des réseaux qu'on appelle pro-ana, pro-anorexie ou pro-mia, pro-boulimie. Ah, c'est pour ça le titre titre sont des forums de... Oui, entre autres. Okay. Des forums qui, dans le fond, c'est des jeunes, surtout des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes qui... en fait, des filles, là. C'est pas des femmes, souvent, en tout cas, ça commence à 13, ça va jusqu'à 40 ans. Qui documentent leur anorexie. Plus que ça, ils s'aident entre elles, puis ça allait jusqu'à une... Ça va presque jusqu'à de l'ésotérisme, d'une certaine façon. Il y a des codes, des rituels à suivre, il y a des règles. Ça t'a servi de matériel d'inspiration, en fait? À la base. Puis plus j'ai avancé là-dedans, plus j'ai découvert, après ça, il y a ceux qui défendent l'automutilation, il y a celles qui défendent l'abus de drogue. Il y a différentes choses qui existent. Puis en plus, il y a eu les cas légaux, comme en France, il y a une loi un projet de loi qui avait été, qui a presque été entériné pour rendre ces sites-là illégaux, ces sites-là illégaux. Puis, ce qui est vraiment fou, parce qu'en plus, les médias sociaux les bannissent, parce que c'est considéré comme la promotion de promoting self-harm, ce qui compte les codes d'utilisation de la plupart des médias sociaux. Fait que ça s'est rendu de plus en plus caché, souterrain. Là, maintenant, c'est dans le deep web. Puis je veux dire, le débat était là. Puis en plus, de l'autre côté, il y avait un colloque universitaire qui s'appelle Anamia, des chercheurs qui ont étudié, ils ont réalisé que c'était super bénéfique pour les gens qui souffrent, parce qu'au contraire, ils ont du support, puis la plupart, ça les aide à sortir de ça. Mais pour revenir à ton long métrage en soi,
Excuse-moi, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, mais en fait, c'est pas un peu casse-gueule de faire un long métrage expérimental au lieu de le scinder en plusieurs cours? En fait, c'est drôle parce que c'est plusieurs performances ensemble. Chaque performance, c'est comme une série de tableaux, en fait. C'est un assemblage d'images qui viennent de ça, parce que c'est aussi un peu un mood board de cette autodestruction-là, parce que elles se mettent en scène, mais elles partagent aussi d'autres œuvres d'art qui les inspirent. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Okay. Puis, il y a aussi avec l'histoire de la mortification chez les femmes saintes, et ça, il y a le côté un peu ésotérique. Donc, c'est plus d'offrir une contrepartie, un film qui est une contrepartie à ce qu'on voit dans les documentaires qui traitent de ça. Je pense à La peau sur les os, qui sont très, très comme classiques, très tear-jerker, pour pardonner l'anglicisme. En terminant, je t'ai demandé d'apporter 3 suggestions, en fait, à faire à nos téléspectateurs. Alors, quelles sont-elles? Donc, Three Winters, Chroma, groupe norvégien composé de vieux de la vieille, de la scène black metal et noise industrielle, qui font ici une synthwave à la... Ceux qui trippent en ce moment Carpenter Brut, Perturbateur, etc., ça, c'est plus près de ce que John Carpenter faisait dans les années 80, plus minimal, mais vraiment, vraiment agréable. D'ailleurs, une de leurs pièces accompagne le générique de fin d'Anna. Donc, vraiment fort agréable. Une super bonne tune. Oui, c'est très Carpenter-ish, mais unique en même temps. Donc, c'est récent comme... C'est très récent, c'est sorti l'année passée, puis vraiment hautement recommandé. Je vais faire un vidéoclip pour eux aussi. Ah, OK, donc, parfait. Jetez un œil. Deuxième suggestion. Deuxième suggestion, François Miron. Son coffret DVD finalement, collection de tous ses courts-métrages est sorti l'année passée. Pour moi, c'est un incontournable du cinéma québécois. Est-ce qu'il était enseignant à Concordia, par hasard? Oui, aussi. Moi, j'ai découvert ses films lors d'une projection de minuit au cinéma du Parc. Puis ça m'a époustouflé. Puis je retourne souvent vers ce document-là quand je manque d'inspiration pour... Est-ce qu'il est facile à trouver, le DVD? Ou... Non, sur le site de François Miron, Filmgraphics, Filmgraphics, pour l'acheter. C'est pas cher et en plus, il te répond personnellement. Donc parfait. Et troisième suggestion? J'en ai 2 bouquins, en fait. Ça, c'était une vieille édition, une plus récente. C'est Suihiro Maruo, qui est un BDiste japonais qui fait du Eroguro, l'érotique grotesque, très inspiré. En fait, c'est très unique. C'est du manga, mais c'est très particulier. C'est plus inspiré. C'est de l'horreur, mais grotesque. Oui, c'est ça. Puis c'est inspiré très de l'expressionnisme allemand, l'illustrateur Aubrey Birdsley et aussi les romans d'Edo Gawaranpo. Toi, tu conseilles plus la nouvelle édition de Lézard Noir. C'est ça. Ça, ici, c'est une vieille édition américaine de Creation Books, mais vraiment, Lézard Noir les réédite en ce moment. Et en plus, c'est en français. Super traduction en français, des super beaux objets, hautement recommandés. Ce sont tous des petits bijoux. Bien, parfait, c'est noté. Donc, un gros merci pour ta présence aujourd'hui sur notre plateau. Ça nous a fait plaisir. Alors, c'est maintenant le temps d'aller à la pause et on se revoit tout de suite après pour la chronique de Sébastien Bourget, L'étrange Montréal. Vous êtes de retour à l'étrange programme. Nous recevons maintenant Sébastien Bourget qui vient nous parler de 2 autres lieux hantés ici à Montréal. Alors, Sébastien, le premier lieu que tu veux nous parler est situé à Griffintown. Bien, effectivement, on va faire un petit détour par Griffintown pour conclure en beauté mes petits chroniques sur les lieux hantés de Montréal. Est-ce que vous avez entendu parler de la légende du fantôme de Mary Gallagher par hasard? Oui. Non. Oui, bien, tant mieux. En fait, pour nos spectateurs, ceux qui n'en ont pas entendu parler, bien, je vais faire un petit topo rapide. Alors, je vous mets dans le contexte. Le tout commence dans la nuit du 26 juin 1879, justement dans le quartier Griffintown. 2 prostituées nommées respectivement Mary Gallagher et Susan Kennedy ramènent chez eux un client nommé Michael Flanagan. Elles ramènent justement M. Flanagan dans leur chambre située au 242 rue William. Okay. Alors, les 3 sont dans un état d'ébriété assez avancé et au courant de la nuit, durant leurs ébats, Mlle Kennedy réalise que M. Flanagan a beaucoup plus d'attirance pour sa collègue Mary Gallagher, alors qui est plus belle et plus jeune qu'elle. Alors, la petite jalousie commence à se développer. Alors, ultimement, plus tard dans la nuit, alors que M. Flanagan dort dans la pièce d'à côté, à point fermier, est en train de cuver son vin, eh bien là, la crise de jalousie est exacerbée. Alors, Mlle Kennedy s'empare d'une hache et
et décapite violemment sa collègue Mary Gallagher. T'as dit une petite jalousie? Légèrement, effectivement, une jalousie à l'irlandaise, tout simplement. Ah, OK. Alors là, elle décapite la jeune fille et ensuite violente le corps et le mutile. Alors, alertés par justement les coups de hache, plusieurs voisins qui habitaient dans la même bâtisse ont appelé les autorités. Alors, tout de suite après, quand les policiers sont arrivés dans la chambre, ont découvert le corps mutilé de Mary Gallagher. Ils ont trouvé aussi Susan qui, pour s'en tirer, a décidé de faire semblant d'être ivre morte. Okay. Alors, tout de suite après, bien, les policiers ont accusé Michael Flanagan du meurtre, mais ultimement ont changé d'idée et à la suite d'un long procès, bien, c'est Susan Kennedy qui a été condamnée à être pendue suite à ce meurtre-là. Et bon, ça, c'est la petite histoire et c'est là où ça commence à devenir un petit peu étrange. Ouais. Alors, le soir du 5 décembre, en fait, il faut que je précise que Susan Kennedy a été pendue le matin du 5 décembre. Alors, cette soirée-là, quelques heures après la pendaison, le corps de Michael Flanagan est retrouvé complètement sans vie dans son appartement. Pourtant, il était dans la fleur de l'âge, tout ça. Alors, aucune cause de la mort a pu être identifiée lors de l'autopsie. Et bon, des décennies plus tard aussi, les habitants de Griffintown racontent voir à tous les 7 ans le fantôme de Mary Gallagher errer dans les rues sombres du quartier à la recherche de sa tête. Et pour les intéressés aussi, la prochaine visite de Mlle Gallagher, ça va être autour de 2019. Okay. Alors, c'est un rendez-vous à Griffintown. C'est toujours les 7 ans. Oui, bien exactement. Ça doit être un chiffre chanceux pour nos esprits et entités préférées. Et ça, ce que tu viens de nous raconter, ça a été prouvé par les dossiers du procès. Ça n'a pas été romancé ou exagéré? Bien, en fait, c'est un mélange des deux. Oui, il y a des preuves judiciaires qui existent, mais ultimement, au fil des années, tous les vrais éléments de cette histoire-là ont été un peu remâchés pour faire une espèce d'histoire un peu fantaisie, romancée, tout ça. Parce qu'ultimement, il faut que je vous parle, il y a des vraies répercussions dans la réalité. En fait, Mary Gallagher, dans la vraie vie, s'appelait Kate Conway. Susan Kennedy n'était pas une prostituée, en fait, mais une très bonne amie de cette Kate Conway-là. En fait, elles habitaient dans le même bâtiment. Et le motif du meurtre, apparemment, c'était pas vraiment par jalousie, mais c'était plutôt une altercation qui était due à la suite d'une beuverie entre les deux femmes. Okay. Et le point le plus important, c'est que Susan Kennedy, ultimement, n'a pas été condamnée à être pendue, mais plutôt condamnée à la prison à vie. C'est quelques 16 ans plus tard, elle a été libérée sous parole. Donc, les faits sont rétablis, oui, un petit peu moins. Oui, effectivement, c'est à votre guise de croire à ça. Il nous reste peu de temps. Ou sinon, tu voulais venir nous parler de fantômes au Château Ramsay. Bien sûr, Château Ramsay qu'on ne peut pas passer à côté quand on se rend dans le Vieux-Port ou dans le Vieux-Montréal. Alors, Château Ramsay, qui est aussi reconnu pour avoir probablement quelques entités qui rôdent dans les couloirs la nuit. Ultimement, bon, pour faire une petite histoire, Château Ramsay est construit en 1715 pour accueillir le gouverneur de Montréal, M. Claude de Ramsay et sa famille. Et après ça, au cours des années, le bâtiment a servi à plusieurs autres choses, a été converti, entre autres, en hôtel, en bâtiment à vocation militaire et en palais de justice. Avant de devenir un musée aujourd'hui. Exactement, devenu un musée en 1895. Alors, c'est à partir de là que les cas qui ont été recensés où est-ce que des visiteurs... Des apparitions. C'est ça, où est-ce que des visiteurs et des employés auraient été témoins de phénomènes étranges. Seulement au moment que c'est devenu un musée. Oui, exactement. Donc, les employés, ultimement, ont entendu des murmures, des bruits de pas dans les couloirs, des réflexions étranges dans les miroirs, puis des baisses de température soudaines dans des pièces. Mais ce seraient les spectres de qui? En fait, c'est ça. Les spectres, en fait, il y a deux explications assez plausibles. La première, c'est un spectre, en fait, d'un gardien du nom de O'Leary qui a travaillé de nombreuses années là à partir de 1895. Mais un autre qui est plus répandu, c'est celui d'une femme, une certaine Madame O'Dowd, qui y est décédée en 1985 alors qu'un échafaudage lui est tombé dessus qui sert justement pendant des travaux de réfection des murs à l'extérieur. C'est moi ou tous tes fantômes sont d'origine anglophone? C'est ça. Effectivement, je sais pas trop, on dirait qu'ils ont quelque chose contre le paradis, ils préfèrent les limbes ou quelque chose du genre, je sais pas trop. Ben écoute, un gros merci de nous avoir fait découvrir ces deux autres lieux hantés de Montréal. Ça fait très plaisir. Donc, merci à toi aussi, Élise, pour ta présence aujourd'hui. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine.